Aujourd'hui, c'est spécial investissement immobilier dans le locatif. On voit ça dans la vidéo tout de suite. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, elle va parler de tout ce qui est investissement locatif. Seulement de tout ce qui est investissement locatif. La vidéo va se découper en plusieurs étapes. Il y aura l'étape 2 du calcul de votre capacité d'emprunt, l'étape 2, la visite du bien que vous aurez trouvé, et pour terminer, votre préparation, la préparation à l'entretien, mais ouais, la préparation au rendez-vous avec votre banquier. Alors pour commencer, la capacité d'emprunt, c'est un peu le même principe que la résidence principale, comme dans les autres vidéos, enfin dans les premières vidéos que j'ai pu faire. Alors la capacité d'emprunt, le banquier va prendre le tiers de vos revenus, ainsi que les 70% du revenu locatif que le bien va vous apporter. Donc étude de cas, comme d'habitude, on part sur 1500 de revenus, 1500 euros de revenus, sur un bien que vous achetez 100 000 euros et qui vous rentre 1000 euros par mois. Donc, pour le calcul du banquier, il va prendre le tiers des 1500 euros de vos revenus, ce qui fait 500 euros, ainsi que les 70% des 1000 euros de revenus locatifs, ce qui fait 700 euros. Il va additionner les deux, les 500 plus les 700, ce qui va faire 1200 euros. Si votre mensualité n'excède pas 1200 euros, logiquement, vous avez un dossier fiable. Après, c'est sur le principe où vous n'avez pas d'investissement, où vous n'avez pas d'acquisition pour votre résidence principale avec un prêt. Parce que si vous avez déjà une acquisition l'acquisition de la résidence principale, ben là, il faudra le rajouter sur le montant parce que c'est une charge fixe que vous avez tous les mois. Et ça, c'est aussi, comme j'ai l'habitude de vous dire, c'est si vous n'avez pas de prêt à la consommation et tout ce qui s'ensuit. Après, si vous avez déjà une résidence principale que vous avez achetée, bien sûr, et que, étude de cas comme d'hab, on part sur le principe que vous payez 500 euros votre résidence principale le jour où vous allez aller voir le banquier. Ce qu'il va faire, c'est prendre ces 500 euros qu'il va déjà enlever aux 1200 qu'on a fait le calcul auparavant. Donc, il va vous rester 700 euros. Si votre mensualité pour votre revenu locatif excède les 700 euros, votre dossier ne passera pas. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que faut qu'il y ait la résidence principale ainsi, enfin la mensualité de la résidence principale ainsi que la mensualité de l'investissement locatif qui ne doit pas excéder le tiers de vos revenus plus les 70% du revenu locatif que ça va vous apporter. Après, il y a deux écoles chez les banquiers. Il y a ceux qui préfèrent que vous ayez en acquisition déjà votre résidence principale pour vous redébloquer un autre prêt pour de l'investissement locatif. Et il y a une deuxième école qui préfère que vous achetiez un investissement locatif et pas la résidence principale. Donc après, tout dépend du banquier que vous aurez face à vous. Donc ensuite, on a dit qu'on allait parler de la visite à avoir. De la visite, le style de visite qu'on doit faire quand on va faire pour un investissement locatif. Donc, c'est un peu différent de la résidence principale. Parce que la résidence principale, quand on achète les volumes. On achète les volumes et on fait en sorte que les gros travaux qu'il y a à faire sur le bien soient déjà faits afin de sortir le moins d'argent possible. Et pourquoi les volumes? C'est voir si les pièces sont assez grandes pour l'utilité que vous aurez tous les jours. Ça, c'est pour la résidence principale. Par contre, l'investissement locatif, c'est assez différent. Les volumes, j'ai envie de dire, ils restent quand même importants parce que vous allez quand même mettre une famille ou des personnes ou un couple ou peu importe, vous allez mettre des gens qui y vivent. Donc j'ai envie de vous dire, quelque part, achetez quand même
quelque chose où est-ce que vous vous sentiriez bien. Parce que si vous déjà vous dites que jamais vous habiterez dans un truc comme celui-là, les gens qui vont venir visiter pour louer vont penser exactement la même chose que vous. Donc euh, derrière, ce qu'il faut en fait, c'est voilà, c'est dans un premier temps voir ça. Ensuite, il y a aussi une chose qu'il faut connaître, c'est le cours du marché de la location. C'est combien se loue le mètre carré dans l'endroit où vous allez acheter. Pourquoi? Parce que avant de faire une proposition ou quoi que ce soit d'autre, vous avez des calculs à faire. Savoir si le bien pourrait être rentable ou pas pour vous, si c'est un endroit où il y a énormément de vacances locatives. Tout ça, c'est un calcul à faire une fois que vous avez fait votre visite. Faut connaître, entre guillemets, le montant du loyer que le bien pourra vous apporter et le prix d'achat. Ça, il faut le savoir parce que c'est très important et c'est ces deux choses-là qui vont vous dire si c'est un bon investissement locatif ou pas. Ce qu'on n'a pas justement dans l'achat de sa résidence principale. L'achat de sa résidence principale, c'est on voit la maison, on essaie de faire en sorte de trouver un minimum de travaux à faire à un prix intéressant. Alors que l'investissement locatif, on est obligé de faire des calculs, voir si c'est un bien qui va être rentable ou pas. En règle générale, un bien rentable, c'est minimum, j'ai bien dit c'est minimum, 9,5 voire 10% de rentabilité. Ça, c'est le minimum. Après, plus vous serez au-dessus des 10%, mieux ce sera. Je vous dirai par la suite, soit dans cette vidéo ou dans une prochaine vidéo, comment faire pour calculer la rentabilité d'un bien. Donc après, quand on visite, donc une fois que vous avez vu les volumes qui peuvent être intéressants pour vous et que vous estimez qu'ils sont intéressants, ce qu'il faut voir, c'est les travaux. Les travaux qu'il y a à faire. Dites-vous que dans un investissement locatif, plus vous aurez de travaux à faire et mieux ce sera. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va faire en sorte de baisser votre revenu foncier. Et plus votre revenu foncier baissera, plus vous serez en déficit foncier, mieux ce sera. Déficit foncier, qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez fait des travaux et que le montant des travaux dépasse, soit plus grand en fait, que le montant du revenu locatif annuel. En fait, je vous explique assez brièvement, si vous ne faites pas de travaux, et qu'on part toujours sur les études de cas, c'est rien de mieux pour comprendre. On part sur le principe que vous avez un bien qui vous rapporte 800 euros par mois, ce qui vous fait 9600 euros sur l'année. Donc sur ces 9600 euros, si vous avez fait des travaux et que vos travaux dépassent les 10 000 euros, automatiquement, vous allez les 10 000 euros de travaux vont manger les 9 600 euros que vous aurez rentrés. C'est comme si vous sortez 10 000, mais vous rentrez 9 600. Donc automatiquement, après, dans la fiscalité, là après on va rentrer dans la fiscalité, bon, il y a aussi les intérêts que vous pouvez rajouter sur le montant des travaux, il y a la taxe foncière que vous pouvez rajouter sur le montant, sur le déficit, et il y a l'assurance que vous pouvez ajouter. Ça, c'est tout ce qui est susceptible d'être amputé à vos revenus annuels. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est toujours faire en sorte que, en additionnant les travaux, la taxe foncière, l'APL, l'assurance propriétaire non occupant, ainsi que le montant des intérêts, soit toujours supérieur, ou faire en sorte que vous soyez bien supérieur au montant du revenu annuel, du revenu locatif annuel. Pourquoi? C'est ce qui vous permettra, ce qu'on appelle, d'être en déficit foncier. Si vous êtes en déficit foncier, ben voilà, entre guillemets, il n'y a rien à payer. Par contre,
si vous êtes en positif, que ce que vous avez rentré est supérieur à ce que vous avez dépensé, bah, le bénéfice que vous allez faire, automatiquement, vous allez avoir des impôts, la CSG, CRDS, ce qu'on appelait anciennement la CSG, CRDS, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça au jour d'aujourd'hui, vous allez payer 17,2% sur ce bénéfice. En sachant que ce bénéfice va venir s'ajouter à vos revenus. Donc, il suffit que vous êtes en dessous de la limite pour ne pas payer des impôts, bah, vous allez vous retrouver encore à payer des impôts sur l'impôt sur le revenu. Donc, c'est pour ça que je vous dis que dans le locatif, il y a énormément de calculs à faire avant de faire quoi que ce soit. Après, je vais revenir quand même sur le calcul de la rentabilité d'un bien. Bah, c'est simple, on repart toujours sur le même principe des 800 euros, ce qui vous fait 9600 euros. Bon, la formule exacte, je vais vous la dire, c'est montant du revenu locatif annuel divisé par prix d'achat multiplié par 100. Ça, c'est la formule pour avoir votre rentabilité. Une fois que vous avez fait ce calcul-là, si vous êtes au-dessus de 10, c'est que ça semble être un bien rentable. Bien sûr, dans la rentabilité, il y a deux sortes de rentabilité. On a la rentabilité brute, c'est-à-dire revenu locatif annuel divisé par prix d'achat multiplié par 100. Ça, c'est ce qu'on appelle le revenu net. Le revenu brut, pardon. Ensuite, on a le revenu net. Enfin, quand je dis revenu, c'est revenu foncier, bien sûr. Le revenu foncier net, ben là, en fait, vous rajoutez sur le, 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 le revenu foncier annuel, ben vous enlevez justement si vous payez de la taxe, si vous payez de la CSG, CRDS, ça s'enlève. Vous enlevez le montant, c'est-à-dire on part sur le principe, vous touchez 9600 euros. Vous êtes en bénéfice de 9600 euros. D'accord. On va dire 10 000 pour faire facile. Vous êtes en bénéfice de 10 000 euros. Le revenu locatif, il est de 10 000 euros. Sur ces 10 000 euros, vous enlevez déjà les 17% de CSG CRDS. Donc, sur 10 000 euros, il y a 1700 euros qu'il va falloir que vous enlevez pour donner à l'État. Il va vous rester 8 300. Sur ces 8 300, vous enlevez votre taxe foncière. On va dire qu'elle est de 1000 euros, pour faire un calcul facile. Il vous reste 7 300. Vous enlevez l'assurance de propriétaire et non occupant, pour faire facile, on va dire 300 euros à l'année, ce qui vous fait 7000. Bah donc là, pour avoir le revenu net, c'est les 7000 là, c'est-à-dire votre revenu locatif annuel, moins la CSG CRDS, moins la taxe foncière, moins la PNO, divisé par le prix d'achat. Après, si vous le désirez, vous pouvez rajouter les frais de notaire, c'est comme vous le sentez, multiplié par 100. Si là c'est par contre, en faisant le net, il est très rare d'être au-dessus de 10-11%. Si vraiment vous êtes au-dessus de 10-11%, dites-vous que c'est une affaire en or, il ne faut pas la lâcher. Sinon, ça tourne dans les alentours de entre 8 et 10% en règle générale. Ça, après, je reviendrai par la suite dans une prochaine vidéo en rentrant plus dans le détail. Donc, voilà pour le calcul de la rentabilité du bien. Ça, c'est ce que je vous disais, donc c'est très important parce que sans ce calcul-là, n'achetez pas. Après, moi, perso, ce que je fais, c'est que pour avoir les 10%, minimum 10%, 10% rapidement, ce que je fais, c'est que je prends le montant du revenu annuel que je multiplie par 10, ça me fait les 10%. Comme là, si on part sur le principe sur les 800 euros, on avait dit que ça faisait 9600. 9600, je multiplie par 10, ça fait 96 000. Dites-vous qu'à 96 000 euros, vous êtes à 10%. Si vous êtes au-dessus de 96 000 euros, pardon, vous serez au-dessus des 10%. Si vous êtes en dessous des 96 000 euros,
en prix d'achat, bien sûr, vous serez en dessous des 10%. Donc, dites-vous que déjà, si vous êtes en dessous de 96 000 euros en brut, c'est même pas la peine de vous prendre la tête à aller visiter parce que ça va pas du tout être rentable. Ou alors, vous pouvez aller visiter, mais il faut casser le prix pour dire de négocier un maximum pour rentrer dans votre rentabilité. Moi, c'est ce que je fais. Après, donc, je fais ça. Et pour le net, le, le revenu, le rapport net, ce que je fais, bah, je fais pareil. Je fais comme on a fait le calcul tout à l'heure, je fais les 10 000, j'enlève les 17%, j'enlève ceci, cela. J'arrive à mes 7 000, je le multiplie par 10, ça me fait 70 000. Je sais qu'arriver à 70 000 euros, je serai à 10% de rentabilité nette. Au-dessus, je serai en dessous. Enfin, si j'achète plus de 70 000 euros, je serai en dessous des 10%. Et si j'achète moins de 70 000 euros, je serai au-dessus des 10%. Par contre, tout à l'heure, je pense que je me suis trompé. C'est à 96 000 euros, vous êtes à 10%. Si vous achetez au-dessus de 96 000 euros, ouais, vous serez au-dessus des 10% de rentabilité. Si vous achetez en dessous des 96 000 euros, vous serez à... Non, donc c'est le contraire, c'est bien ce que je dis. Si vous achetez au-dessus des 96 000 euros, vous allez être à moins de 10% de rentabilité. Et si vous achetez en dessous des 96 000 euros, vous serez à plus de 10% de rentabilité. Après, faites le calcul, vous verrez que si vous mettez 100 000, vous allez passer au-dessus, vous allez être à 10, quelque chose. Et si vous passez à 90 000 euros, vous allez être à... non, si vous achetez 100 000, vous allez descendre ouais, en dessous de 10, pardon. Et si vous achetez en dessous de 96 000 euros, vous allez passer au-dessus des 10%. Donc ça, c'est un calcul facile, rapidement, qui peut se faire de tête si vous le pouvez. Mais après, avec une calculatrice, ça se fait en 2 secondes. Donc voilà pour la rentabilité. Donc, je vous refais un petit topo de tout ça parce que je me suis quand même beaucoup embrouillé. Toujours sur les mêmes calculs que tout à l'heure. Rentabilité brute, c'est, comme on a dit, je vous ai dit, vous rentrez 9 600 euros de revenus qu'on multiplie par 10, ça faisait 96 000. Vous achetez au-dessus de 96 000, vous allez être à moins de 10% de rentabilité. Vous achetez en dessous des 96 000, vous allez être à plus de 10% de rentabilité. Ensuite, pour le rapport net, c'est pareil. On était sur les 7 000 x 10, 70 000. Au-dessus des 70 000, vous allez être sous les 10% de rentabilité. Et en dessous des 70 000, vous allez être à plus de 10% de rentabilité. Donc, voilà pour faire un petit récapitulatif de tout ce que je vais dire. Après, n'hésitez surtout pas, c'est à prendre une feuille, un stylo et mettre vos formules et les garder toujours dans un coin quand vous voyez des biens à vendre. Ça vous permet de faire le calcul rapidement ou même le jour où vous allez visiter, de faire, de connaître le calcul pour que vous puissiez le faire. Parce que bon, il y a des moments, quand vous allez voir les maisons ou les biens à vendre, il y a beaucoup de choses que vous n'aurez pas, telles que la taxe foncière. Et puis après, l'assurance, c'est lié bien sûr à la surface, tout simplement. Donc, il y a un prix approximatif. Donc voilà. Donc, on va passer sur la dernière étape de cette vidéo. Ça va être sur la préparation de l'entretien avec votre banquier. Dites-vous que pour le revenu, pour l'investissement locatif, faut être carré. Faut être plus que carré. Le banquier, il est encore plus regardant quand c'est de l'investissement immobilier. Parce que qui dit que vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier, automatiquement, là, vous allez passer dans la page professionnelle, automatiquement. Il va falloir savoir de quoi vous parlez. Il va falloir savoir amener votre projet au banquier et limite lui prouver que c'est quelque chose, c'est un bien, c'est un projet très fiable.
Donc la préparation du rendez-vous, en fait, il est simple. C'est un peu la même chose que pour la résidence principale. C'est vos avis d'imposition, les deux derniers avis d'imposition, les trois dernières fiches de paye, pardon, les trois derniers relevés de compte de chaque banque que vous avez. Par contre, pour de l'investissement locatif, ce qu'il faut rajouter, si vous pouvez, ce serait le mieux, c'est de connaître, on part sur un principe que vous voulez acheter une maison de 100 mètres carrés, d'accord? C'est essayer d'avoir un papier d'une agence immobilière qui vous donnera approximatif le prix, le prix de location dans l'endroit où vous allez acheter. Ça, vous pouvez, via les agences immobilières, ils sont pas, si vous tombez sur quelqu'un de cool, il va vous le faire, ça va lui prendre 5 minutes pour vous le faire. Sachant que eux, ils sont plus spécialisés, c'est des vrais professionnels qui sont dans le domaine, donc ils connaissent absolument, ils connaissent exactement les prix auxquels vous pouvez louer. Ça, c'est très important si vous ayez ce papier-là pour le mettre dans votre dossier. Ça, c'est pour prouver à votre banquier que l'investissement que vous allez faire par rapport au 33% d'endettement, bon, ça va être facile parce que ça va être par rapport à vos revenus et vos avis d'imposition. Par contre, pour les 70% de locatif, les 70% qu'il va prendre sur votre revenu locatif, lui, c'est pas un pro. Il s'y connaît pas. En fait, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte euh, de lui montrer tout ce qu'il veut. Dites-vous que face à vous, le banquier, c'est une personne qui travaille en banque, qui est professionnelle en banque. Donc vous lui parlez de tout ce que vous voulez sur les comptes, sur les placements, sur tout ceci. Il va savoir vous répondre, il va vous savoir vous diriger. Par contre, dans l'immobilier, c'est pas son domaine. Donc il ne s'y connaît pas. Ben, plus d'informations vous lui amènerez, plus vous lui montrerez que votre projet est fiable, et plus lui, il vous défendra auprès de sa hiérarchie pour faire en sorte que votre dossier passe. Tout simplement. Donc il y a ça. Et puis après, le plus important, c'est ça, pour le premier rendez-vous. C'est tout ce qui va rentrer, en fait, en deux mots, le banquier, il veut savoir tout ce qui va entrer dans votre compte. Donc là, on en est dans ça. Ensuite, par la suite, bien sûr, il y aura le compromis à amener, le compromis d'achat, il y aura beaucoup de choses. Après, si vous achetez un bien qui est déjà en location, il y aura les baux à ramener, les baux de location à ramener, s'il y a plusieurs biens, s'il y a plusieurs baux dans dans l'investissement que vous allez faire. Après, s'il n'y en a qu'un, bah, vous le ramenez le bail qui a déjà été fait entre le locataire et le propriétaire auquel vous allez acheter votre maison ou votre appartement ou peu importe. Après, moi, ce que je conseille aussi, après, bon, selon l'endroit dans lequel vous allez acheter, euh, c'est de plus partir sur des maisons parce que ça vous évite par rapport aux appartements bah, d'être dirigé par un syndic, d'avoir des frais que vous allez payer au syndic à l'année, sachant que c'est pas vous qui gérez les travaux extérieurs. Donc limite, vous êtes quand même dépendant d'un syndic, tandis que si vous achetez une maison, quitte à rajouter 4, 10, 15, 20 000 euros, vaut mieux rajouter 15, 20 000 euros, prendre une maison et que vous êtes libre de faire ce que vous voulez que d'acheter dans un immeuble un appartement et puis d'être dépendant du syndic. Bien sûr, ça c'est dans l'optique que vous achetez en province ou dans des endroits où il y a des maisons. Après, c'est clair que si vous achetez dans des grandes villes telles que Lille, Paris, Lyon, Marseille, là, automatiquement, ça va être beaucoup plus compliqué d'acheter des maisons et beaucoup plus. Il y aura, en règle générale, de toute façon, il y aura beaucoup plus de ventes dans les appartements que dans les maisons. Et dites-vous, voilà, que moins il y aura de ventes dans les maisons et plus les prix seront chers automatiquement. C'est l'offre et la demande. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour en règle générale.
Bon, après, il y a encore énormément de choses qui arrivent par la suite. Ça viendra dans les prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à repartir dans les anciennes vidéos afin de pouvoir prendre un maximum d'informations parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'investissement immobilier et l'acquisition de la résidence principale. C'est fini pour cette vidéo. Je vais vous dire à une prochaine vidéo, à très vite dans une prochaine vidéo. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de me laisser des commentaires pour me donner de la force et puis pour répondre à des questions éventuelles sur lesquelles je serai passé brièvement. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.